Bonjour à tous, désolé de l'attente. Nous allons commencer ce webinaire. Euh, il y a un espace discussion, un espace questions et réponses. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau de cette présentation. Présentation qui aujourd'hui sera en français à propos de l'upgrade de la version 5 d'Eurocommerce et ce que ça entraîne derrière. En tout cas, vous, au niveau des développements et de la mise en place de cet update. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi cette version qu'on a eue il y a de là quelques semaines en anglais, cette fois-ci, on sera dans la langue, dans notre chère langue natale. Alors, aujourd'hui, il va y avoir plusieurs topics qu'on va voir ensemble. Déjà, toute la partie changement du côté technique sur cette 5.0 et ensuite, comment on peut passer d'une ancienne version d'Euro à cette version 5, en tout cas dans les grandes lignes, puisqu'on va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et comment on peut aborder tous ces facteurs. Aujourd'hui, on ne parlera pas du tout de la partie fonctionnelle et toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a apportées. On va vraiment se concentrer sur cette partie technique. Alors, sur la partie changement technique de la 5.0, vous allez voir qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. Premièrement, on a changé toute la partie stack technique. Alors, pourquoi et à quel moment est-ce qu'on fait le choix de changer ces stacks techniques? Il faut savoir déjà qu'il y a une mise à jour d'Euro majeure tous les ans, au mois de janvier, sur la fin janvier en général. Et cette mise à jour annuelle est une version LTS, qu'on appelle donc LTS, Long Term Support, pour du support à long terme, qui est d'un minimum de 3 ans sur ce support. Et donc, pour pouvoir vous proposer cette version LTS, on doit nous-mêmes se baser sur la stack technique, sur des versions qui sont en long terme support, qui seront supportées autant de temps que le sera notre version d'Euro, ce qui nous permet d'assurer tout simplement une stabilité technique derrière. Et c'est pour ça que je réponds à une question que j'ai souvent, alors j'ai déjà conversé avec pas mal d'entre vous, dans les spectateurs, j'ai souvent cette question qui est, par exemple, sur la version Symfony, la version 5, effectivement, oui, elle est sortie il y a maintenant 1 an et demi. D'accord. Par contre, la LTS vient de sortir uniquement là, décembre, donc il y a 3 mois. Et donc, nous, tant que nous ne sommes pas sur des versions LTS pour ces stacks techniques, nous ne pouvons pas les utiliser pour vous assurer le maintien et le support de notre produit. Et donc aujourd'hui, sur cette stack technique, tous ces changements, on est donc passé d'une version de PHP 7.4 à une version 8.1. Nous sommes montés à la version 13.5 de Postgre, à la version 7.16 d'Elasticsearch, à la version 16 de Node.js, à la version 5 de Webpack, enfin à la version 5 en LTS de Symfony et à la version 3 de Twig. Alors, quels sont les changements majeurs qu'il y a aujourd'hui, donc maintenant, la version, pour cette version 5.0 d'Euro, minimale de PHP, n'est plus de 7.4 à 8.1, mais uniquement la version 8.1. Alors, pourquoi Tout d'abord, principalement à cause des types sur PHP 8.1. Pour ceux qui ont suivi un petit peu le monde de la tech et ses mises à jour PHP, aujourd'hui, vous allez pouvoir, lorsque vous récupérez une variable, lui indiquer non plus un, mais deux types. Et ensuite, PHP va faire le choix entre ces deux types, quel est le mieux à utiliser. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je reçois une variable qui est un chiffre. Ça peut être un int, ça peut être un float, donc soit un chiffre entier, soit un chiffre à virgule. Et suivant les cas, si c'est un chiffre entier que je reçois, PHP va automatiquement utiliser le chiffre entier, qui du coup permet de bien meilleures performances. Et si c'est un chiffre à virgule, il basculera sur le type chiffre à virgule. Et dans ce cas-là, ça va engager en général des calculs beaucoup plus complexes qui vont, je ne vais pas dire pénaliser les performances, mais qui vont bien sûr les amoindrir. Et donc, quand vous multipliez le nombre d'appels de fonctions, de variables qui transitent à chaque fois que vous faites une action sur Euro, puisque derrière, ça passe sur Symfony dans les différents conteneurs et autres, etc. Au final, on a un boost de performance quand même
qui est significatif, sachant que n'oublions pas, sur Oro, la plupart de nos clients utilisent plusieurs centaines de milliers d'articles multipliés par le nombre de clients, de prix personnalisés, d'unités de conditionnement, de catalogues personnalisés, de CMS personnalisés, de visibilité produit. Donc, sur ces milliards de combinaisons et les volumétries que prennent ces données, on s'y retrouve très rapidement et du coup, on a forcément une amélioration des performances. Alors, on débloque aussi, bien sûr, toutes les nouvelles features qui vont migrer de PHP 8 à PHP 8.1, qui vont maintenant être utilisables, vous, dans vos codes personnels et dans votre personnalisation d'Oro. Et donc, on a quand même une amélioration des performances mineures, mais qui peut être significative dans une utilisation globale, par exemple dans un import massif sur Oro. Et on le verra juste après. On a migré aussi quelques dépendances qu'on avait sur Oro. Alors, vous savez qu'on est sur un Symfony full stack et qu'on dépend de plusieurs modules. Et donc, il y a ces 4 modules, donc le Swift Mailer qu'on a migré, qu'on n'utilise plus et qu'on migre vers un composant maintenant qui est intégré à Symfony, le JMS Serializer qu'on a aussi basculé vers Symfony, le Lexic Maintenance Bundle qu'on a tout simplement repris dans Oro, et le Laminas LDAP qu'on a migré vers Symfony. Alors, pour la partie LDAP, c'est uniquement sur la version entreprise d'Oro, puisqu'uniquement la version entreprise d'Oro intègre ces composants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre les mises à jour de ces 4 dépendances ou des versions stabilisées, puisqu'on on s'en est passé, tout simplement. Alors, ce qui en soit, aujourd'hui, derrière, sur votre code, si vous avez utilisé correctement les services Symfony dans vos développements, ce changement sera, je vais dire, transparent. On sait aussi, je ne vais pas dire on les a migrés, on a simplement récupéré ces bundles et on a fait un fork côté Oro pour le Akino Batch Bundle, le Denmu API Doc Bundle et le Ocramus Proxy Manager, qui ont migré chacun pour les 2 premiers vers des forks Oro que nous avons fait, et le dernier sur le Friend of PHP, qui est aussi un fork, donc on s'est passé de ces dépendances aussi. Encore une fois, si vous avez bien fait vos développements, ce sera, et bien utilisé le service Symfony, ce sera transparent pour vous. À propos du storefront, donc de la partie boutique, visuellement, vous allez voir qu'il n'y a pas de gros improvement en termes de design sur le thème par défaut d'Oro. Par contre, derrière, nous avons revu la totalité des templates en termes d'accessibilité. Donc aujourd'hui, principalement sur ces 3 points, sur le premier, sur le Google Lighthouse. Donc, si vous ne connaissez pas le Google Lighthouse, c'est une extension Google qui permet de tester et de noter la performance SEO de votre site. Donc, aujourd'hui, on est 100% adéquat avec les attentes de Google Lighthouse. Nous sommes ADA compliant, donc c'est tout ce qui est accessibilité, clavier, malvoyant, contraste des couleurs et autres, et aussi avec la norme WebP pour tout ce qui est image et performance dans tous ces assets qu'on peut avoir sur la plateforme. Aujourd'hui, lorsque vous allez mettre à jour, si vous partez d'un Oro, du design d'Oro pour vos projets, vous bénéficierez automatiquement de ces mises à jour. Si demain ou hier, vous avez réécrit des templates pour modifier des comportements ou des parties visibles, je vous invite à vérifier dans tout ce que vous avez upgradé, d'aller checker dans la partie Oro, dans le template de base que vous avez overridé, est-ce qu'il y a eu des changements sur ces parties-là et d'appliquer ensuite ces changements sur vos templates. À propos de la partie maintenant développement sur le front-end, on a encore une fois mis à jour aussi les différents extensions qu'on pouvait utiliser sur la partie front, et déjà on a désactivé la partie Babel, et surtout on a officiellement arrêté, tout simplement à cause de la mise à jour aussi des extensions, le support officiel de IE11. Alors, Internet Explorer, ça peut faire rire la plupart des développeurs, mais oui, il y a encore des gens qui sont sur Internet Explorer, même si même Microsoft a arrêté le support de ce produit.
des fois, chez vos clients, les systèmes qui sont installés dans l'utilisation, ils n'ont pas le choix d'utiliser Internet Explorer sur ces parties-là. Alors, ça commence un petit peu moins à être vrai aujourd'hui, puisque eux aussi doivent se mettre à jour. En tout cas, le support officiel d'IE11 n'est plus supporté par Oracle. Bien sûr, on supporte toujours Edge, qui est un navigateur qui est un petit peu plus à jour que Internet Explorer. Nous sommes passés de Node SAS à Dart SAS. Et on a revu toute la partie aussi back-office. On a ajouté dans toute la partie des styles admin les variables globales et les macros. Vous allez pouvoir redéfinir plus simplement afin de personnaliser l'expérience back-office et tout ce qui est style admin de façon assez simple comme vous pouviez avec le front. Et maintenant, on a séparé aussi la partie JS pour les landing pages. Donc, les landing pages, les pages de contenu CMS d'Oro avec notre éditeur de texte riche, avec le système de drag and drop des blocs. Tout simplement, maintenant, il n'est chargé qu'uniquement sur les parties où il y aura d'un landing page ou du bloc CMS. À propos des entités, donc les entités sur la base de données Oro, il y a aussi une mise à jour. On a maintenant les configs des validations et des docs de toutes ces parties entités. On a migré les champs sérialisés en JSON et il n'y a plus de génération de code sur ces changements de champs sérialisés. À propos de l'injection de dépendance, du contenant d'injection de dépendance dans Oro, vous allez pouvoir maintenant retrouver des nouveaux parameters afin de vérifier tout ce qui est version et autres. Ensuite, derrière, ce sera plutôt dans tout ce qui est la gestion de la partie cache, lorsque vous allez changer des versions d'assets ou ce genre de choses. Automatiquement, Oro aura compris que lorsque vous allez pusher vos extensions, si cette version, la partie installée a été mise à jour, dans ce cas-là, Oro va faire une reconstruction et vider les caches. À propos de la message queue, pour ceux qui l'utilisent et qui font des queues personnalisées, alors il y a toute une revue qui a été faite. Alors si vous regardez bien, c'est surtout qu'on a reprototypé toutes les entrées dedans et on a changé le résolveur. Donc, vous allez maintenant pouvoir plus facilement créer vos queues personnalisées et surtout de pouvoir activer plus facilement les consumers et surtout de pouvoir identifier plus rapidement ces messages queues dans l'utilisation et dans le débugage. Sur la partie moteur de recherche, alors moteur de recherche, on a aussi mis à jour la partie Elasticsearch et là, du coup, ça va être lié à la partie qui était une nouvelle fonctionnalité qui a été apportée sur la version 5. C'est qu'on a rétréci l'index de recherche côté Oro. Alors, il faut savoir que sur Oro, le moteur de recherche n'est pas utilisé uniquement que pour la recherche, mais aussi toutes ces combinatoires qui arrivent à des millions, à des milliards de combinaisons entre visibilité produit, catalogue, tarifs personnalisés et autres. Et donc, on a amélioré l'indexation, ce qui fait que sur des très grosses volumétries, vous allez avoir un gain de performance. En tout cas, vous êtes en plus hébergé sur la partie cloud chez nous. En termes de fonctionnalité, vous avez maintenant la possibilité, sur cette version 5, de sauvegarder les recherches et surtout d'activer les notifications. C'est-à-dire qu'un client qui lance une recherche et qui la filtre, lorsqu'il y aura des nouveaux produits ou des modifications sur cette recherche, ils recevront automatiquement des notifications. Et vous retrouvez aussi le boosting des attributs produits, donc toute la partie attributs produits à la création de produits et des familles de produits. Vous allez pouvoir maintenant indiquer un poids sur l'utilisation de ces champs. Je m'explique. Par exemple, demain, vous mettez plus important, vous avez un champ couleur sur vos produits et ce champ couleur, quand un client va rechercher une couleur noir, blanc, rouge, si vous indiquez un boost dessus pour qu'il soit beaucoup plus important, puisque ce sont des mots plutôt communs qui peuvent apparaître dans une description, qui peuvent apparaître dans le titre, dans le nom du produit. Dans ce cas-là, si vous mettez un boost sur le fait que ce soit un attribut de couleur propre, des produits seront mis en avant et remonteront en premier dans la liste.
Au niveau du rendu des caches, alors, sur Oro, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir redéfinir les caches et les temps de cache avec les variants qui vont expirer le cache pour chacun des blocs dans les layouts. Si vous êtes passé par le système de blocs et layout d'Oro, donc par les fichiers YAML qui vont appeler des blocs, etc., vous allez maintenant pouvoir indiquer le type de cache, le max age et le contexte dans lequel il va expirer en plus de ce max age. C'est-à-dire que si le contexte rentre, on vide le cache. Si le max age est dépassé parce que le contexte n'est pas dépassé, on vide le cache. Et on va pouvoir le définir pour chacun des blocs. En termes de performance pure, alors avec tout ce qu'a pu apporter tout ce système et mise à jour de stack, de la partie PHP, base de données et autres, aujourd'hui, si vous utilisez le consumer avec, on va pouvoir importer, peu importe le nombre d'attributs par produit, on est sur du 35 à 40 SKU par seconde. Et on est plus sur du 50 à 55 par seconde si vous utilisez le cron et l'import CSV automatique d'Oro. Il n'y a bien sûr plus d'usage excessif des update queries quand la data n'a pas changé. On envoyait quand même une requête de mise à jour qui était certes nulle, mais qui envoie une requête. Dorénavant, quand il n'y a pas de changement lors de l'import d'un produit, il n'y a aucune requête qui est envoyée. Je parle plutôt pour les clients qui ont des ERP ou des PIM. Certains ne sont pas capables de faire la différence entre les produits. C'est-à-dire que si vous avez mis que 100 produits à jour, d'envoyer que cette différence, mais on voit le catalogue complet. Et du coup, maintenant, Oro gère le fait de ne pas mettre à jour la totalité du catalogue derrière. Au niveau des tests pour les développeurs, alors certes, c'est une des parties les moins sexy, mais qui sont bien à mettre en place, surtout sur ces process derrière d'upgrade. Si vous savez que vous allez tous les ans passer sur cette version majeure, c'est quand même bien d'automatiser tous les tests sur Oro ou avant une mise en production. Donc aujourd'hui, Oro maintenant est prêt pour l'utilisation de PHP Unit en version 10. On a fait une migration de tous les tests qui étaient Beat vers le Symfony Extension to Friends of Beat, donc un fork de Beat, et on supporte maintenant le end-to-end testing. Vous trouverez plus de détails sur notre site, sur cette partie purement technique, dans la documentation, sur la release note, et aussi sur notre GitHub, sur le upgrade, sur le fichier upgrade.md, où là, vous trouverez beaucoup plus d'exemples et plus de visibilité dans le code pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Alors aujourd'hui, maintenant, la grande question, c'est le process d'update. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois mettre à jour ou pas vers une version 5 d'Oro? Alors, sachez que ce n'est pas obligatoire, puisqu'aujourd'hui, la version 15.2 est encore supportée pour plusieurs années, puisque c'était aussi une LTS. Et du coup, pour certains clients, ça ne vaut pas le coup. Mais comment savoir est-ce que ça vaut le coup ou non? Tout d'abord, il faut peser le bénéfice de cette mise à jour. Est-ce que le projet ou le client a vraiment besoin de ces bénéfices? La première, tout simplement, est en question du niveau des features. Alors, dans les nouvelles fonctionnalités, par exemple, le boost d'attribut, le sauvegarde de recherche et autres, est-ce que votre client en a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'une de ces features? Deuxième partie, bien sûr, c'est la stabilité. Le fait que l'on met à jour toute la plateforme vers des stacks plus récentes offre aussi une meilleure stabilité de la plateforme et aussi une meilleure sécurité et bien souvent quand même des meilleures performances. Aujourd'hui, si votre client est déjà sur une version LTS, qu'elle est déjà à jour avec les patchs mineurs qui sortent tous les mois, et qui n'a pas besoin de nouvelles features ou de meilleures performances, puisqu'aujourd'hui, sa plateforme fonctionne très bien, il faut peser le pour et le contre. La deuxième partie, c'est l'effort et le risque. Il faut y aller de façon méthodologique. Il va falloir voir quelle est la complexité et la qualité du code aujourd'hui sur le projet. Si aujourd'hui, votre client est parti sur ce qu'on appelle un modèle MVP, au plus proche du natif d'Oro,
qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui ont été ajoutées, qu'on a utilisé un euro de base avec quelques customisations sur le front, et que vous avez surtout la partie développement sur les flux et la connexion avec le système d'information du client, donc tout ce qui est ERP et autres. Aujourd'hui, forcément, vous allez avoir moins de complexité dans le projet et vous avez fait moins de code. Donc, ce sera forcément beaucoup plus facile à migrer. Si aujourd'hui, vous avez complètement changé des comportements, vous avez overridé la moitié d'euros, vous avez mis en place une centaine de workflows différents, il va falloir voir quelle a été la complexité de ces développements et quelle est la qualité du code. C'est-à-dire que si vous êtes passé par des méthodes peu orthodoxes, certes, qui fonctionnent au final, mais qui n'étaient pas la plus pragmatique ou la mieux utilisée, dans ce cas-là, effectivement, il y a toujours un risque, puisque avec ces changements, vous allez peut-être devoir revoir une partie de votre code. Revoir une partie du code, ça veut aussi dire donc engager du temps et des développements. Et qui dit du temps et des développements dit forcément un certain coût pour le client qui ne vaut pas forcément le coût. Et on va voir ensuite après une petite partie sur ces process, comment on commence et les différents outils pour vous aider sur ces migrations. Alors, déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait cette migration? Surtout quand le projet fonctionne déjà. Il faut vérifier effectivement le bénéfice pour le business du client. Pour le business du client, je vais prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on a la partie boost sur les produits. On a des clients qui, dans leur industrie, sont négociants en produits et proposent sur leur plateforme pas mal de produits avec tarifs compétitifs, puisque derrière, ils ont négocié des plus grosses quantités. Mais qui, du coup, ont aussi leur propre marque et leur propre modèle de fabrication. Pour eux, est-ce que migrer et utiliser, par exemple, Boost pour leur business est bénéfique? C'est-à-dire qu'ils vont être capables de pouvoir booster automatiquement certains produits et mettre peut-être en avant plus facilement leurs produits dans leur propre marque à eux sur lesquels ils font beaucoup plus de marge que les produits sur lesquels ils sont revendeurs. Pour eux, est-ce que c'est bénéfique sur le business? Oui. Est-ce que par hasard, certaines features seront au bénéfice de leurs clients? Une demande. Si beaucoup de leurs clients demandent aujourd'hui, effectivement, par exemple, la sauvegarde des recherches et des notifications, ce qui va les pousser beaucoup plus à l'achat, dans ce cas-là, oui. Il va quand même falloir vérifier aussi, est-ce qu'il y a certains processus qui ont été aussi simplifiés. Peut-être que certaines fonctionnalités que vous avez apportées aux clients via le biais d'extension ou via le biais de développement personnalisé, aujourd'hui, la fonctionnalité est prise en charge nativement par Oro et pourrait valoir le coup simplement de mettre à jour et d'arrêter le maintien et le code de cette ancienne extension et de basculer simplement sur cette extension qui est devenue sur le cœur d'Oro. En termes de stabilité, bien sûr, alors le fait d'être sur les dernières versions de toutes les librairies et les frameworks fait qu'on a quand même un meilleur écosystème au sein d'Oro et on garde le système dans de meilleures conditions, puisque sur ces dernières versions, forcément, il y a aussi plus de maintenance. Et c'est pour ça qu'on a surtout mis à jour PHP, Elasticsearch, Node.js et Symfony, puisqu'à chaque mise à jour, il y a quand même des updates significatives en termes de performance, en termes de stabilité, en termes de sécurité. Plus vous allez avancer aussi sur les versions d'Oro, et forcément, moins vous aurez de dettes techniques que vous allez acquitter, que ce soit en termes du cœur d'Oro et des différentes librairies et des différentes stacks techniques ou de votre propre code à vous. Et surtout, vous restez sur la dernière version de LTS. C'est-à-dire que vous augmentez à chaque fois, en changeant tous les ans, d'une année, le nombre d'années sur lesquelles le produit est encore maintenu officiellement par nos équipes. En termes de sécurité, on a corrigé pas mal de failles de sécurité. Par exemple, si je prends l'exemple du Log4j qui a été sécurisé, et une brèche potentielle peut coûter énormément. Alors, on l'a vu dernièrement, non pas sur des clients euros, mais des clients à travers le monde, où une petite faille potentielle a pu coûter, par exemple, à la société Epsilon, 4 milliards de dollars
À PlayStation, 171 millions et à Uber, ça vient de leur coûter 148 millions de dollars. Alors en plus, on ne parle pas de petits chiffres. Et pensez en plus aux utilisateurs. Moi-même, par exemple, utilisateur d'une PlayStation, ça fait 4 fois que je fais opposition à ma carte bleue, puisque ça fait 4 fois qu'ils se font hacker le système et qu'ils nous envoient un mail pour demander de changer nos versions de carte bleue. Et donc, en plus de la perte financière, vous avez aussi du coup la perte potentielle de clients au fur et à mesure et la perte de la confiance des clients envers la plateforme. En termes de performance, il ne faut pas oublier, c'est que sur le B2B, on est sur des performances beaucoup plus complexes, comme on l'avait dit, sur ces triptyques de produits, unités, conditionnement, tarifs, personnalisation aux clients. Et aujourd'hui, la plupart des clients B2B sont âgés à peu près entre 25 et 39 ans, donc 60% d'entre eux, donc qu'on appelle des millénials aujourd'hui. Et donc, espèrent avoir une expérience similaire sur leur plateforme B2B que sur le B2C. Et donc, pour certains clients, leur plateforme B2B est tout simplement une continuité dans les canaux de vente. Ils ont déjà des accords et des contrats avec leurs clients. Mais pour certains, cette plateforme B2B est une acquisition de clients. Et sur cette acquisition de clients, si une page met trop de temps à s'afficher, les visiteurs, forcément, vont partir. Pour ceux qui avaient été au Symfony Live il y a 2 ans, j'avais fait une présentation sur scène de Symfony Live sur les performances sous Symfony et l'architecture qu'il fallait mettre en place derrière. Et il y avait des stats qui étaient ressortis très clairement. C'est simple, aujourd'hui, quand vous faites une recherche, quelque chose d'un produit, vous trouvez à peu près, je dirais dans les 3 minutes, une vingtaine de concurrents à la suite. Aujourd'hui, en moins de 2 secondes, si une page ne s'est pas affichée, le client estime que le site ne marche pas et change tout simplement de site. Et donc, il faut garder en tête ces chiffres. Et donc, maintenant, comment vous allez estimer l'effort à faire et les risques sur cette migration, sur cette plateforme? Comment? Et combien, surtout? Alors, combien ça coûte? Il va falloir, puisque vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'êtes pas réellement en train de faire cette migration, il va falloir le faire à la louche. Alors, comment on fait ça à la louche? Il y a la version détaillée contre la version doigt mouillé, si je peux dire. Théoriquement, une migration, ça peut prendre 1 à 2 jours. Dans la pratique, c'est complètement différent, puisque déjà, ça va dépendre complètement de la personnalisation que vous avez apportée à la plateforme et de la qualité du code. Il va donc falloir faire une estimation par rapport au changement qui a été fait. Si vous avez fait des extensions Symfony, il va falloir vérifier que tout ce que vous avez fait dans vos extensions, qu'est-ce qui a été migré dans cette version Symfony et a besoin, et surtout, quel est l'effort de mise à jour et d'update sur chacun des bundles que vous avez apportés derrière. Alors, dans la méthodologie, on va donner des chiffres relatifs à ces efforts sur chaque bundle, donc petits, moyens, grands efforts. On vous partagera les slides, mais vous allez pouvoir télécharger un petit fichier qui vous donne un aperçu, un fichier Excel sur comment procéder à ces calculs, donc par rapport au nombre de fichiers présents dans ces extensions, combien j'ai de fichiers PHP, combien j'ai de fichiers tweak, combien j'ai de fichiers de configuration, combien de méthodes différentes j'ai utilisées, quel est l'impact sur mon site, est-ce que c'est uniquement du front, est-ce que c'est uniquement du back, est-ce que c'est uniquement du traitement de données, est-ce que c'est de l'affichage, et à partir de là, donc, vous allez pouvoir identifier quel est l'effort théorique sur ces updates d'extension. Ensuite, sur quelles sont les clés facteurs de cette mise à jour. Quelle est la complexité du projet? Quelle est la grosseur de ce projet et jusqu'à où ont été les customisations sur la plateforme? Est-ce qu'on est plus proche d'un modèle MVP? Est-ce qu'on est plus proche d'un modèle où vous avez complètement refait le front, changé la moitié du back-office et surchargé la moitié de ce qui était disponible dans l'euro et que vous avez, comme je disais, vous avez mis en place des centaines de processus de workflow qui modifient chaque comportement, forcément, ça augmente la complexité.
Quelle est la qualité du code? Quels sont les services qui ont été réécrits? Est-ce qu'ils ont bien été réécrits? Est-ce que vous avez bien utilisé les services et l'injection de dépendance de Symfony qui fait que lorsque vous allez switcher de service, tout simplement, ça va se faire simplement. Je prends un exemple. Aujourd'hui, sur Euro, vous avez du Postgre. Si vous utilisez le service d'entité et de mise à jour de la base de données, demain, on change de version ou on migre sur un autre modèle de données. Si vous êtes passé par ce service, c'est complètement transparent par vous. Par contre, si sur une partie du code, d'un coup, vous vous êtes dit, vous avez écrit en dur une requête que vous avez exécutée vous-même via le biais de la librairie Postgre sur PHP ou autre, ça, ce n'est pas une bonne méthode de l'avoir mis en place. Certes, cela fonctionne, mais demain, vous allez devoir faire une revue de toutes ces requêtes lors de la mise à jour. Vous allez aussi devoir vérifier donc tous les composants JS que vous avez mis à jour, tout le nombre de contrôleurs que vous avez créés et de routes sur Symfony et tous les templates que vous avez créés ou que vous avez surchargés dans Euro, puisque comme je disais, on a mis aussi à jour pas mal de choses sur le front, sur la partie accessibilité, ADA et autres. Et dans ce cas-là, vous allez forcément devoir les reprendre. Et surtout, ensuite, derrière, quels sont les risques au niveau des comportements sur Euro? Qu'est-ce que vous avez utilisé de natif? Qu'est-ce que vous avez mis à jour? Est-ce que vous avez mis à jour les processus de workflow sur la partie commande, sur la partie calcul des pricing, sur les paniers des clients? Je prends un exemple, on a des clients qui ont un service qui récupère de l'ERP, des produits mis en avant et qui crée automatiquement un panier prévalidé pour le client. Il n'a plus qu'à finaliser la commande en un clic. Il faut revoir toute cette partie-là sur l'importation des produits ou sur l'utilisation des taxes. Vous avez mis en place certaines taxes spécifiques à un pays ou à un business et vous avez surchargé la partie taxes sur Euro. Il va falloir revoir aussi toutes ces parties-là. Et bien sûr, est-ce que vous avez, sur le cours de l'année aussi, appliqué des patchs Euro ou des patchs sur vos modifications de code? Vous retrouverez, lorsqu'on partagera ces slides, des démos sur comment mettre à jour une commande Symfony, comment mettre à jour un template et vérifier ce qui a été changé, est-ce que ce que vous avez fait est toujours en accord. Je vous inviterai, quand on aura partagé ces slides, à aller cliquer sur ces parties pour aller voir plus en détail ces parties du code. Et maintenant, autre toute cette partie calcul technique, dette technique et autres, comment est-ce qu'on procède dans ce process à l'update? Puisque vous allez embarquer vos équipes avec vous et non pas uniquement une personne, mais vous allez aussi embarquer les équipes du client sur ces process et sur cette montée de version. Donc, comment? Mais vraiment, comment cette fois-ci? Et non plus dans la théorie, mais dans la pratique. Il va falloir tout simplement déjà updater Euro. Donc, vous allez, merci Symfony Composer, vous allez tout simplement mettre à jour le système, le projet et tous les requirements et vous allez lancer la commande d'update d'Euro Platform. Alors, dans ce cas-là, forcément, la structure du projet va être modifiée, le but du projet va être modifié et vous allez pouvoir déjà tester si vous avez bien mis à jour toutes vos dépendances sur la partie serveur, puisque forcément, avec l'upgrade des stacks techniques, vous allez devoir upgrader certaines parties de vos serveurs. Et dans ce cas-là, une fois que c'est lancé, vous allez voir si déjà l'update technique se passe. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir tester chacune de vos extensions. Est-ce que le site fonctionne toujours? Est-ce que les extensions fonctionnent? Est-ce que tout ce que vous avez apporté comme modification fonctionne? Est-ce que derrière, vous allez lancer du coup l'update de la plateforme? Et est-ce que toutes mes bases de données se sont bien migrées? Est-ce que tous mes champs se sont bien migrés? Est-ce que toutes mes entités qui ont été sérialisées avec le changement JSON se sont bien passées? Alors, vous allez voir tout ça passer dans la commande. S'il y a une erreur, vous allez aussi la voir s'afficher. Il va falloir aussi corriger ces erreurs, surtout si vous avez apporté des modifications à la main des bases de données. Ensuite, on va faire typiquement dans l'ordre, upgrade des bundles, update du front, préparation des serveurs en stage et en production. Ce n'est pas automatique. Vous allez devoir faire une demande à notre support de mettre à jour et d'upgrader
les différents environnements que vous avez sur le Oro Cloud, puisqu'on ne sait pas quand vous allez vouloir déployer cette nouvelle version, il va falloir demander en amont l'update sur ces parties-là. Je vous invite bien sûr à faire des plans tests avec toutes les fonctionnalités attendues, les résultats et autres, et ensuite de checker un par un, et surtout de vérifier qu'il n'y a pas de régression, que ce soit sur Oro, dans l'utilisation de chez le client, dans la communication avec le système d'information existant au client et dans tous vos codes que vous aurez fait. N'oubliez pas toute la partie système requirement. De toute façon, vous ne pourrez pas mettre à jour s'ils n'ont pas été mis à jour avant sur la partie PHP, FPM, Postgre, tout ce qui est ouverture et fermeture de port, Elasticsearch, toute la partie Node. Vous avez un petit tuto ici que vous pourrez cliquer quand vous aurez les slides sur. Je vous invite à automatiser les vérifications de toute cette partie-là derrière sur vos différents serveurs. Ensuite, quand vous allez mettre à jour le code, s'il vous plaît, n'oubliez pas, et je l'ai déjà vu, que vous soyez en développement, en staging, en serveur de test, en production, faites des dumps, que ce soit en termes de base de données, de code et autres, avant n'importe quelle action, faites un dump, s'il vous plaît. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser aussi vous allez pouvoir donc utiliser tous les systèmes de versionning, donc de comparaison, par exemple, sur GitHub, une fois que ça a été mis à jour. Faites un clean, nettoyez vos instances. Vous avez du code legacy ou une extension que vous n'utilisez plus, des templates que vous n'utilisez plus, des fichiers de paramétrage que finalement vous n'utilisez plus parce que vous avez regroupé dans un autre et autre, videz-les. Et ensuite, lorsque vous utilisez par exemple des outils tels que PHP Storm, vous avez les possibilités d'utiliser des outils de comparaison, des inspections et autres. Vous savez qu'une fonction a été changée, faites une inspection par nom, cherchez le nom de la fonction, voyez où elle a été utilisée, est-ce qu'elle est toujours utilisée sur cette partie code et est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle. Et vous pouvez tester comme ça un par un. Dans les best practices, comme je disais, faites un plan de release. Listez toutes les fonctionnalités que vous utilisez chez le client, que vous avez apportées, que vous avez modifiées. En général, vos chefs de projet ont fait le suivi lors des ateliers, lors de la mise en place. Ils ont ces listes de fonctionnalités sur la plateforme et attendues par le client. Qu'est-ce que le client, lui aussi, a testé au fur et à mesure des développements et des releases que vous avez fait? Prenez ces listes, préparez-les et testez-les derrière. Sur la partie test, n'hésitez pas à automatiser au maximum via PHP Unit, via le fork de Beat et autres, tous les tests derrière. Nettoyez vos projets, enlevez-en autant que possible, comme je disais, sur des extensions non utilisées, des fichiers non utilisés, puisque derrière, vous allez perdre du temps déjà à les identifier une seconde fois, ou alors voir un développeur moins expérimenté ne sait pas qu'il n'est plus utilisé, va faire une copie, va faire les 3 changements qu'il a besoin dans son code, et si on multiplie par le nombre de fichiers, effectivement, ça peut commencer à mettre beaucoup de temps. C'est aussi peut-être une opportunité pour faire un refactor de certaines parties, certaines choses qui ont été développées avec la méthode Larache, méthode très connue des développeurs souvent, où on s'est dit bah, ça marche, c'est mis en place, mais ça n'a pas été fait de la meilleure façon. Et dans ce cas-là, de le reprendre à zéro sera peut-être moins coûteux en temps et en développement que de tout simplement porter cette migration derrière. Évitez autant bien que possible tout ce qui est override des services, des layouts, des JS et des composants, si vous n'en avez pas besoin. Certains développeurs prennent la liberté de réécrire une partie du code tout simplement parce que c'était plus facile que d'aller lire la doc et d'utiliser un paramétrage ou de paramétrer ça sous Oro, tout simplement parce qu'ils se sont dit que c'était plus facile ou qu'ils n'avaient pas connaissance de cette partie-là et que pour eux, c'était beaucoup plus facile. N'oubliez pas tout ce qui est automatisation des développements, de tous les outils que vous avez et surtout, allez-y, étape par étape, petit à petit. C'est parti. Si vous avez besoin de soutien dans ces updates derrière ou que vous avez un problème, n'oubliez pas qu'en tant que client, qu'en tant que partenaire, vous avez accès à un portail de support. Vous pouvez poser vos questions, où on peut vous aider. Ou alors, on propose aussi toujours du consulting. Vous pouvez demander l'aide d'un consultant Oro
que ce soit pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour venir vous aider soit sur les dernières parties qui manquent, ou soit à mettre en place ces parties-là. Je n'ai pas vu sur le chat ou sur la partie questions-réponses des questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc là, il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. C'est le moment pour poser toutes vos questions derrière. Alors ensuite, je vois dans la liste des participants, il y a une bonne partie d'entre vous que je connais déjà qui, du coup, ont mes coordonnées. Si vous n'avez pas de questions maintenant, une question qui arrive après, en revoyant ce webinaire, en allant voir les slides, en cliquant sur les exemples, en les voyant plus précisément. N'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous répondre, je répondrai. Si je dois faire le passe-plat avec des consultants ou des personnes plus techniques chez nous, je n'hésiterai pas à faire le passe-plat sur ces parties-là. Mais surtout, ne restez pas bloqué, puisqu'un développeur bloqué, c'est-à-dire ça correspond à un projet bloqué, ça correspond à un client bloqué, ce qui correspond à la fin à un business bloqué et donc une perte d'argent sèche pour le client. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois dans le chat un non, pas pour l'instant. Merci. De rien, c'est un grand plaisir de vous présenter, de faire cette présentation en français, parce qu'on pense de plus en plus à notre communauté en France qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais, ou alors tout simplement de revoir ces bases en français. Mais en tout cas, vous avez mes coordonnées, et donc n'hésitez pas, à me contacter. Je repars pour ceux par contre qui n'ont pas. Merci pour le petit commentaire. Effectivement, c'est toujours plus sympa de la revoir en français. Peut-être si vous avez raté le petit coche sur la version anglaise. Je vous raffiche ici mon adresse mail. N'hésitez pas donc à revenir vers moi derrière. Nadine a prévu, normalement, vous allez recevoir automatiquement l'enregistrement de cette vidéo et les slides qui vont avec la possibilité de cette fois-ci de cliquer pour aller voir les exemples plus en détail de code. Voilà. Merci à tous. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis tous à très vite. Merci pour les messages sur le chat. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous.